Monde numérique. On n'a pas réussi à créer cette volonté européenne de faire des projets qui soient à notre échelle, et on a plutôt amené investissement d'Intel, investissement de Microsoft ou de Meta à faire investir en Europe des géants d'ailleurs, plutôt que de réussir à se fédérer pour faire notre fameux Airbus de la tech. Bonjour Stéphane Distinguin. Bonjour Jérôme. Vous êtes président et fondateur de EY Faber Novel. Vous êtes un multi-entrepreneur du numérique depuis de longues années en France. Faber Novel, c'est une entreprise aussi qui a sa place importante dans l'écosystème tech. Mais rappelez-nous un petit peu ce que c'est finalement Faber Novel. Ouais, j'aime bien revenir à notre nom, puisque on l'attend de cuisine et en cherchant à avoir des racines latines, donc européennes. C'est celui qui fabrique le nouveau, Faber et Novel. Nous, notre idée a toujours été d'accompagner la transformation auprès des très grandes organisations qui sont nos clients, mais aussi en créant des startups. Donc c'est notre aspect Faber. L'innovation, c'est en particulier la transformation numérique. Et peut-être qu'un des angles distinctifs depuis les désormais 21-22 ans qu'on exerce, c'est d'avoir toujours voulu faire. Pour faire, il faut passer par le design, la conception. Donc c'est une des activités et une des valeurs qu'on a toujours porté très fort. Et puis le faire, c'est qu'on a été parmi les premiers à faire des équipes, justement. On a des designers, des analystes, mais aussi des développeurs, des ingénieurs qui nous permettent de pas uniquement faire des slides, mais bien de livrer des applicatifs à nos clients. Donc vous livrez vous faites des solutions, des applications, etc. On a la chance de faire des choses relativement variées qui vont de plans de formation et d'acculturation au sujet qui va sans doute beaucoup nous occuper aujourd'hui ensemble, qui est celui de l'intelligence artificielle, quoi. Donc on acculture, on forme, on explique, on décrypte, on met en œuvre. Mais aussi parfois on nous demande, et ça a été beaucoup le cas sur la précédente très très grande vague technologique qui a été celle des smartphones, et on a particulièrement beaucoup imaginé accompagner des groupes comme G7 ou Canal+ quand ils ont eu à répondre à Uber ou à Netflix et à développer des applicatifs, donc une application pour G7 et MyCanal dans le cadre de Canal+, qui sont des applications qui je crois sont très utilisées alors je suis évidemment un peu parti pris, mais je pense apprécier. Alors parlons de l'intelligence artificielle. ChatGPT fêtera à la fin du mois de novembre ses 2 ans d'existence. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression que ça fait 10 ans, avec tout ce qui s'est passé durant ces 2 ans, pour OpenAI bien sûr, mais tout ce que ça a entraîné. Vous avez suivi ça de très près évidemment. Quel regard vous portez là-dessus ? Moi, ce qui me fascine depuis le début, c'est que c'est à la fois un peu plus de ce qu'on connaît, les anglo-saxons diraient more of the same, c'est plus de la même chose, et en même temps il y a une rupture, il y a quelque chose, quand on arrive à ces niveaux de magnitude et qu'il y a des effets de palier, c'est-à-dire que là on a passé un seuil et les deux sont fascinants à voir et observer. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est d'abord c'est plus de transformation numérique, donc c'est une application qui a connu des utilisateurs très rapidement, on dit que c'est celle qui s'est avec ChatGPT distribuée la plus rapidement auprès de ses utilisateurs. C'est des réflexes qu'on connaît, donc c'est un peu plus aussi malheureusement parfois de concentration. C'est comme les acteurs de la big tech, on l'a bien vu, qui principalement californiens, qui sont comme ça immédiatement, qui sont à l'origine de ces technologies et donc qui ont pris leur part du lion. C'est aussi des sujets qu'on a vus très vite avec les sujets de biais, les sujets de confiance, les sujets de responsabilité, les sujets de Green IT. Est-ce que l'énergie, de la consommation, de la pollution qu'induisent ces technologies, où à la fin, et c'est peut-être un des premiers points de rupture où tout d'un coup on se dit il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que c'est pas uniquement plus de la même chose, c'est typiquement le retour du nucléaire dans nos conversations avec est-ce qu'on aurait pu imaginer
que les ingénieurs cool, les start-upers de la Silicon Valley réintroduiraient en fait le nucléaire comme une technologie à la fois souhaitable et d'avenir. Ouais, parce qu'ils étaient plutôt anti-nuke au départ, quoi. Bah oui, c'est très très surprenant ce qui est en train de se passer, et ça pose évidemment plein de questions, et c'est des questions qui et on a pris parfois un peu l'habitude de voir les trains passer, et ce que vous disiez, c'est que celui-ci, la fois il est très long, il va très vite, mais on a des choses à dire, à faire valoir. À chaque fois, on se dit la même chose. Moi, mon obsession d'Européen, c'est de regarder si on a un petit peu moins de retard. Et ouais, Et toujours c'est pareil. vrai que cette fois-ci, on a quand même eu la chance d'assez vite voir, puisqu'on parle de 2 ans et très très vite. Mistral, par exemple, est apparu en Europe et particulièrement en France. On s'est dit, bah peut-être que cette fois-ci, on va réussir à partir avec un retard moindre. C'est vrai. On propose des alternatives, mais quand on voit la masse, les dizaines de milliards, hein, quand on rappelle simplement les investissements qui sont les investissements en cours, simplement au dernier trimestre, hein, les dépenses de Microsoft, c'est 20 milliards de dollars. Hein, c'est plus du double du trimestre, même trimestre de l'année dernière. C'est quelque chose d'incroyable, voire d'inaccessible pour la plupart des acteurs. Donc, ça posera toujours, et là encore, c'est plus de la même chose, ce fameux rapport de David à Goliath. Donc, est-ce que un Mistral, est-ce qu'un acteur européen, est-ce qu'on va réussir à avoir un petit acteur qui va avoir le coup de génie, vous savez, un peu comme quand l'équipe de France joue contre les All Blacks, et que tout d'un coup il y a ce coup là qui fait que on réussit à avoir une échappée, et peut-être on réagira, mais il va falloir compter sur ces choses-là une fois de plus. Et mais peut-être reconsidérer, et sans parler immédiatement de politique internationale, quelle place l'Europe peut avoir, comme on a été capable d'avoir des efforts peut-être un peu plus collaboratif sur certains sujets, et que ça reste encore un domaine dans lequel, après rapport Draghi, après beaucoup de vœux pieux des uns et des autres, on n'a pas réussi à créer cette volonté européenne de faire des projets qui soient à notre échelle, et on a plutôt amené investissement d'Intel, investissement de Microsoft ou de Meta à faire investir en Europe des géants de la tech d'ailleurs, plutôt que de réussir à se fédérer pour faire notre fameux Airbus de la tech. Stéphane Distinguin, revenons un peu à ChatGPT, à l'intelligence artificielle. Récemment, vous avez signé une note avec votre associé Diego Ferri sur un petit peu qui s'interroge sur le futur de ChatGPT qui fête aujourd'hui ses 2 ans. Et vous dites les prochains bouleversements ne viendront pas des grands modèles d'IA générative. Ça veut dire quoi, hein? Ce que je dis, c'est que il y a énormément de débats qui sont en train devant nous et qu'il va falloir traiter. Là, maintenant. Que le premier, c'est celui de la chaîne de valeur et de l'intégration en fait de ces intelligences artificielles. Est-ce que elles vont devenir un peu invisibles, un peu, vous savez, une forme de commoditisation, c'est-à-dire que est-ce que tout d'un coup, un peu comme l'électricité, on va se retrouver Comme Internet. comme Internet? Parlait de pervasivité. Est-ce que ces services vont être appelés par des API, et tout d'un coup vous aurez accès à des LLM un peu partout, mais ils seront appelés, comme on le voit par exemple, pour prendre l'exemple de la suite Office 365 de Microsoft. Est-ce que vous allez retrouver du LLM et des copilotes qui seront intégrés, une façon d'avoir accès à ces LLM dans des outils que vous utilisez? Ou alors, Ouais, sans savoir forcément qu'on est en train de travailler avec ChatGPT. est-ce que vous aurez du ChatGPT dans votre frigo? Est-ce que vous aurez, enfin, c'est ces sujets-là? Ou est-ce que vous allez entrer dans des services qui sont des services dont est-ce que ça se fera justement par ChatGPT? Est-ce que c'est OpenAI qui va vous faire entrer dans un environnement de service qui va faire que typiquement, ce qui est un des grands symboles de ces sujets-là en ce moment, c'est le search. C'est est-ce qu'on ira chercher de l'information dans Google ou dans ChatGPT. Les usages ont commencé dans ChatGPT. Les jeunes, appelons-les comme ça, on commence à avoir le réflexe d'aller tout de suite chercher dans ChatGPT. Ce qui va poser des questions, et vous êtes un homme de médias, qui sont des questions très importantes, et c'est là où je reviens sur ma thèse de plus de la même chose, c'est qu'on va revenir, mais à un niveau de magnitude encore
différent et plus puissant, puisqu'on va se retrouver avec une question derrière qui va être celui de la répartition de la valeur. Parce que Ouais. l'écosystème qui est du search jusqu'à maintenant permettait de rémunérer en fait les personnes qui donnaient accès à leur contenu. Bah, c'est le même problème que Google qui aspire, enfin qui toutes les batailles homériques de Google avec les grands médias pour savoir si, Google est fournisseur de trafic pour ces médias ou Alors, à valeur de contenu, en fait. vous avez vu l'Australie, le Canada, la France. Voilà. Tout à fait, et qui sur lequel est-ce qu'on s'entend, est-ce qu'on s'entend pas, le débat est fermé, réouvert. Ce qui est certain en revanche par rapport au LLM, c'est que là vous n'aurez plus le lien, vous ne serez plus exposé en fait quand je cliquais par exemple sur sur la page de Monde Numérique après avoir, j'étais exposé à quelque chose sur lequel vous pouviez décider d'avoir votre publicité ou votre propre contenu. Dans le Mmh. cas d'un LLM, je vais arriver à quelque chose qui va être une synthèse des informations, et donc dans lequel il n'y aura plus en fait l'exposition en fait à un écosystème ou une solution qui est celle que l'éditeur aura choisi pour valoriser son contenu. Donc Ouais, c'est-à-dire qu'il peut plus vendre de la pub, afficher la pub sur ses pages puisque personne n'ira sur ses pages, en fait. merci de dire les choses plus clairement que moi. Mais c'est ça, et ça va se faire sur plein d'éléments. Enfin, vous voyez, dans les sujets qu'on a aussi aujourd'hui dans les entreprises, et un autre sujet fascinant, c'est le sujet des comptes rendus de réunion. Oui. Ces technologies permettent très facilement et dès maintenant de faire de plutôt très bons comptes rendus. Qu'est-ce qui se C'est passe? peut-être même en train de devenir la killer app de l'intelligence artificielle en entreprise, ça. Non, vous croyez pas? C'est vrai. Enfin, une des à date, les 2 grandes killer apps sont justement l'entrée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'intégration en chaîne de valeur. On est toujours sur ce sujet, et c'est un sujet, qui pour moi qui est le premier sujet, c'est comment est-ce qu'on l'intègre dans nos vies et qui va être en fait l'opérateur en fait de ces solutions-là. Mais très exactement, dans les emails ou dans la conduite de ce qu'on fait pas tout à fait, mais ça y ressemble un peu aujourd'hui, à faire des visioconférences. La synthèse, la prise de notes, le suivi des actions, toutes ces réunions qu'on est nombreux à pratiquer abondamment. Après, va quand même se poser la validation en fait de ces comptes rendus. Mmh. Quelle responsabilité, le fait aussi que, typiquement, et on le sait tous, on est humain, on peut dire quelque chose en réunion, y repenser, vouloir amener une modification. Enfin, tous ces sujets-là sont des sujets qui, pour vous prendre un exemple un peu comme ça, un peu pratique, mais on va se retrouver dans ces logiques de contenu qui vont être très importantes et qui vont devenir engageantes, et qu'il faudra veiller à contrôler. On va devenir de plus en plus des correcteurs d'IA, selon vous? Si ce sont les IA qui génèrent des comptes rendus, des articles, je sais pas quoi, des fiches de poste pour du recrutement, des fiches produits, et cetera. Mais il faut une validation humaine. Finalement, l'IA se tape le «sale boulot» entre guillemets, enfin en tout cas le boulot, de soutier, celui d'écriture, et puis l'humain repasse derrière, reste indispensable, mais finalement le boulot de l'humain, c'est de, corriger l'IA, alors qu'on pensait au départ que ce serait un peu Bah, l'inverse. écoutez, c'est quand même plutôt le scénario que je préférerais, parce qu'il y a d'autres scénarios qui sont typiquement, on commence à voir en ce moment, et ça me personnellement, je trouve ça un peu inquiétant. On commence à avoir des premiers entretiens dans le cadre d'embauche qui sont avec des intelligences artificielles. Ouais. Et quand on voit les technologies, je sais pas si vous avez testé certaines, de centres d'appel, ou c'est incroyable de voir en fait Mmh. comment est-ce qu'on peut parler maintenant avec une intelligence artificielle de façon très fluide, sans immédiatement se rendre compte qu'on a affaire à un robot, un système automatisé. C'est d'ailleurs ce qui se passe un peu, et ce qui a été très critiqué dans les entrepôts logistiques, où objectivement aujourd'hui, des humains sont assujettis par des machines qui leur donnent des ordres. Mmh. Si demain, les recruteurs sont des robots, qu'est-ce qui empêchera les candidats d'envoyer les robots à leur place passer les entretiens d'embauche? Alors, c'est quelque chose qu'on a vu dans les sites de rencontres. Il y a un site de rencontre qui s'était créé comme ça. On pouvait envoyer, qui a plutôt pas mal marché aux États-Unis, dans lequel on pouvait décider d'envoyer son avatar, intelligence artificielle à sa place. Et ça pouvait créer des asymétries assez marrantes, parce que chacun pouvait envoyer son intelligence artificielle, ou l'un pouvait l'envoyer pas l'autre. Enfin, oui, c'est sans doute ce qui va se passer. Mais là, vous restez quelque part alors c'est encore un troisième scénario, vous voyez, on les aborde à peu près tous, de celui où en fait on se crée un avatar, on se crée un autre Ouais. soi. Alors c'est le Her de Spike Jonze, Mmh. ce film, euh, Oui, il tombe amoureux de de Phoenix, où son assistant. il y avait un film de Ferreri comme ça avec Christophe Lambert, vous savez, qui s'appelait I Love You,
où là c'était ce système il tombait amoureux de son porte-clés qui lui répondait. Ou les personnes qui veulent rendre éternelles des personnes qu'ils aiment et retrouver leurs compagnons, leurs parents, leurs grands-parents en alimentant et en donnant comme ça la voix, les souvenirs, d'une personne pour en perpétuer le souvenir. Si on revient à des choses très concrètes, Stéphane Distinguin, vous insistez beaucoup, je le sais, sur l'aspect design et sur l'aspect interface utilisateur. Dans quelle direction il faudrait aller aujourd'hui? Selon vous, les chatbots, c'est pas terrible, quoi? C'est pas, enfin, je trouve qu'il y a eu un coup de génie de la part de, justement, si on fête l'anniversaire de ChatGPT, ce succès phénoménal, c'est qu'il y a un coup de génie. C'est-à-dire qu'il y a un cas de génie à quasiment renoncer à faire une interface. Mettre ce système avec une barre, enfin, Ouais, c'est minimaliste, c'est comme Google, quoi. c'est génial d'avoir dit qu'on pouvait mettre une technologie peut-être les plus complexes qu'on ait jamais conçues, parce que quand on imagine tout ce qu'il y a derrière en termes enfin, des processeurs, les data centers, toute cette infrastructure folle, l'intelligence dans les algorithmes, les modèles, enfin, c'est complètement dingue. Et derrière, on a une interface qui est d'une simplicité dingue, qui est que tout le monde peut comprendre comment ça fonctionne et peut interagir comme ça avec une machine. Et c'est la même, vous savez, ce fameux Hello World, qui est une des premières lignes de commande qu'on ait vues sur de l'informatique. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que pour moi, on n'a absolument rien fait, rien imaginé de ce que pourrait être demain l'interface, voire l'objet, puisque on sait que OpenAI travaille aussi à des devices. Est-ce qu'il existera demain, comme il a existé pour Internet, l'Internet mobile, le smartphone et l'iPhone en particulier, parce qui est l'objet qui a fait un avant et un après? Est-ce qu'il y aura cet objet, en fait, de l'IA? Est-ce qu'on, comme je vous le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on va intégrer ces services? Est-ce qu'il y aura d'autres façons d'interagir? Est-ce donc on entend beaucoup parler, parce qu'il y a l'anniversaire de ChatGPT, qui est aussi l'occasion de faire l'anniversaire d'Alexa. Exactement, les 10 ans d'Alexa, ouais. Et donc cet anniversaire est un peu cruel, parce que d'un coup c'est vrai qu'on se dit, oh là là, c'est dingue, ChatGPT, quel carton, et Alexa, ils sont obligés de repenser leur architecture, comment est-ce qu'on s'en sert. Mais il y avait aussi une voix qui est une voix extrêmement puissante, qui est celle de la voix E, de la voix X, en fait, comme interface pour interagir avec les machines. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert la voie VOIE en introduisant la voie VOX comme interface, mais il y a qu'une partie du chemin qui a été fait, quoi. En tout cas, maintenant, il faut aller plus loin. Oui, il y en aura d'autres. Vous savez, il y a eu le Rabbit. Ouais. Il y a Cet objet un peu étrange, là, orange. pas grand chose qui est joli d'ailleurs, pour le coup, un bel objet de design. Il y a aussi ces ingénieurs d'Apple qui ont Le AI Pin. le pin, exactement, qui a un four apparemment. Et il y a des objets qui ont du mal à émerger aujourd'hui, mais c'est des bonnes tentatives. Donc le futur, c'est soit Alexa avec du ChatGPT à l'intérieur, soit du ChatGPT avec du... Non, alors il y a le sujet de l'intégration et de la chaîne de valeur, qui est un premier, donc sur lequel il va falloir créer un écosystème. Mais en général, la chaîne de valeur, et en particulier le partage de la valeur, les marchés bifaces qui ont porté, en fait, qui sont le modèle économique qui a porté l'internet et l'internet grand public, les réseaux sociaux. Ou ce fameux si tu ne payes pas pour le service, c'est que c'est toi le produit, qui était vraiment ce qui a été le carburant par la donnée. Et c'est ce carburant qui a permis maintenant, grâce à toutes ces données accumulées, de faire en fait de l'intelligence artificielle et de nourrir ces grands modèles d'intelligence. Et maintenant va se poser le sujet des interfaces. Et les interfaces les plus évidentes, c'est l'interface écrite et l'interface voix, parce que c'est peut-être celles qui sont les plus faciles pour nous avec des machines. Mais avec ces intelligences, on aura certainement d'autres moyens d'interagir. Et c'est ça que je trouve être vraiment peut-être un domaine dans lequel on pourra inventer ou proposer des choses. Par exemple, dans les réseaux sociaux, il y a eu Snapchat. L'interface de Snapchat était quelque chose de vraiment différent à un instant T. Les usages de Twitter, le microblogging, après le blogging et après les réseaux sociaux, étaient aussi des usages qui étaient des usages très particuliers. Donc, c'est cette phase-là qu'il va falloir attendre en termes de design de service et d'expérience.
Encore une question. Vous êtes en contact avec les entreprises, notamment les entreprises françaises, européennes. Comment est-ce qu'elles perçoivent tout ça? Est-ce qu'elles sont mûres pour adopter? Elles en sont encore au stade de la curiosité? Elles sont affamées? Elles comprennent rien? On en est où? Mûr, c'est compliqué de l'être tout à fait parce que la rapidité de ces transformations et le niveau d'investissement nécessaire font obstacle à cette maturité. Quand ChatGPT est arrivé, j'étais assez convaincu qu'on revivait un moment de l'informatique qui était un moment de l'informatique comme je l'avais connu toute fin des années 90, enfin, qui était le moment où B2B, c'est-à-dire qu'on revenait sur un moment d'équipement où c'était les entreprises qui allaient payer des licences copilotes, qui avaient à avoir les moyens d'acheter des licences de LLM qui coûteront forcément très cher. Ce que je trouve assez surprenant au moment où on se parle, c'est qu'en fait, il y a une espèce de shadow IT, de shadow LLM, qui fait que les collaborateurs utilisent en fait leurs propres outils aujourd'hui. C'est-à-dire que ils font leur post avec Canva pour faire des super trucs en réseaux sociaux. Ils utilisent DeepL pour faire les traductions. Ils ont leur propre utilisation de ChatGPT en dehors des systèmes. Et donc, quelque part, il y a une difficulté pour les entreprises à avoir une vision au niveau de l'organisation et une structure, en fait, liée à ces usages, qui soit performante là où, en fait, les collaborateurs sont déjà eux, peut-être encore plus affamés et déjà équipés, en fait, sur les usages. Ouais, c'est ce qu'on appelait à une époque le BYOD, le Bring Your Own Device, c'est-à-dire j'utilise mes propres outils. Exactement. Merci Stéphane Merci Distinguin, beaucoup. président et fondateur de EY Faber Novel. Merci Jérôme.